Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va aborder une question vraiment essentielle pour beaucoup de familles. Oui, comment s'orienter, comment s'y retrouver parmi toutes les recommandations pour le traitement du TDAH? C'est exactement ça. Face à la multitude d'informations, parfois contradictoires, il est crucial de pouvoir se baser sur des données scientifiques solides. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source très sérieuse, une grande revue de la littérature scientifique qui a été publiée en 2021 dans la revue European Child and Adolescent Psychiatry. Une publication d'un collectif d'experts, le European ADHD Guidelines Group, mené par David Cogill et Tobias Banaszewski. Et leur objectif, c'était justement de faire la synthèse de toutes les preuves scientifiques et de comparer les guides de bonne pratique des différents pays. Bah oui, pour aider les familles et les cliniciens à prendre les meilleures décisions possibles. Alors, avant même de parler des traitements, l'article insiste sur un point fondamental: toutes les études ne se valent pas. C'est un aspect vraiment crucial à comprendre. Oui, c'est le point de départ. La notion de biais dans la recherche. C'est-à-dire. Le grand problème, c'est ce qu'on appelle l'aveugle ou le blinding en anglais. Dans les études sur les médicaments, c'est assez simple. On peut donner une pilule de sucre, un placebo, et ni le patient ni le médecin ne savent qui reçoit quoi. D'accord. L'évaluation est objective. Voilà. Mais pour des interventions comme le coaching parental, par exemple, c'est impossible. Les parents savent bien qu'ils participent à un programme. Ils sont investis, ils espèrent que ça marche. Et donc, leur évaluation des progrès de leur enfant peut être un peu optimiste. Involontairement, bien sûr. Mais oui. Et c'est là que l'approche de ce groupe d'experts est très intéressante. Ils ont comparé les résultats rapportés par un proche, donc potentiellement biaisé, et ceux d'un évaluateur externe, en aveugle, qui lui est objectif. Et alors, la différence est marquée? Elle est très marquée. Souvent, les effets mesurés par l'évaluateur objectif sont bien plus modestes. C'est un point vraiment très important. L'article mentionne aussi un autre défi, le manque de données à long terme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les familles? Ça veut dire que si l'efficacité à court terme de beaucoup de traitements est bien démontrée, leur effet sur plusieurs années, lui, est beaucoup moins documenté. Donc on ne sait pas si ça marche sur 5 ou 10 ans. Attention, c'est subtil. L'absence de preuve d'efficacité ne signifie pas une preuve d'inefficacité. D'accord. Ça souligne simplement que c'est très complexe de mener ces études et que du coup l'importance d'un suivi régulier est capitale. On ajuste, on réévalue constamment. Parfait. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. L'article passe en revue les deux grandes familles de traitement d'yeux, les approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Commençons par les médicaments. Alors là-dessus, les données sont très claires. L'efficacité à court terme est vraiment bien établie. C'est solide. Très solide. Pour les enfants et les adolescents, c'est le méthylphénidate qui montre le profil le plus favorable en combinant efficacité et tolérance. Et pour les adultes? Pour les adultes, ce sont plutôt les amphétamines. Concernant les effets secondaires à court terme, ils sont connus. On parle de baisse d'appétit, de troubles du sommeil. Des choses qui angoissent souvent les parents. Bien sûr, mais ce sont des choses qui doivent être surveillées. Un bon suivi médical permet d'ajuster le traitement et de gérer ça dans la grande majorité des cas. D'accord. Et pour les approches non médicamenteuses, alors, qui intéressent énormément de monde, que nous disent les données sur le coaching parental ou la guidance parentale? Eh bien, on en revient à notre histoire d'évaluateur objectif. Et selon ces données-là, la guidance parentale n'a pas d'effet démontré sur les symptômes cardinaux du TDAH. Attendez, ça veut dire que ça ne réduit ni l'inattention, ni l'hyperactivité. Pas de manière significative, non, selon un observateur extérieur. Mais alors, à quoi ça sert? Pourquoi tout le monde le recommande? Parce que son objectif est ailleurs. Et c'est ça qui est essentiel à comprendre. La guidance parentale est très efficace pour améliorer la relation parent-enfant, pour réduire les comportements d'opposition et surtout pour diminuer le stress familial. Ah, d'accord. On change de cible, en fait. Exactement. Le but n'est pas de guérir le TDAH, mais d'améliorer la qualité de vie de toute la famille. Et sur ce plan, ça marche très très bien. C'est un outil essentiel. C'est une nuance fondamentale. Et pour les autres approches, je pense au neurofeedback, à l'entraînement cognitif. Là, les preuves sont beaucoup plus faibles, voire controversées. Les effets positifs qu'on voit parfois dans des études un peu fragiles ont tendance à disparaître dans les essais contrôlés de haute qualité. Donc, pas recommandé en première intention. Non, la plupart des guides ne les recommandent pas comme premier choix. Un dernier point, les interventions diététiques, les régimes, les suppléments. L'analyse montre des effets faibles mais statistiquement significatifs pour les suppléments en acides gras.
Les fameux oméga 3. Voilà. Pour les régimes d'élimination, comme enlever les colorants artificiels, les preuves sont moins certaines. Les études sont souvent méthodologiquement fragiles. Donc prudence. Prudence. Et en parler avec un médecin avant tout. Alors maintenant, la question qui tue. Comment toutes ces preuves scientifiques se traduisent-elles en recommandations concrètes? L'article compare les guides de plusieurs pays. Est-ce qu'ils disent tous la même chose? Eh bien non, et c'est ça qui est fascinant. Il y a bien sûr des points communs très forts. Ouf. Oui, tout le monde est d'accord sur l'importance d'un diagnostic approfondi, multidisciplinaire, sur la nécessité d'un accompagnement psychosocial pour toutes les familles. D'accord, la base est solide. Et il y a un consensus très clair pour les plus jeunes, les moins de 5-6 ans. On commence toujours par les interventions comportementales et la guidance parentale. Le médicament n'est pas la première porte d'entrée. Mais c'est pour les enfants d'âge scolaire que ça se complique. C'est là que les divergences apparaissent. On voit vraiment des philosophies différentes. Par exemple? Au Royaume-Uni, le guide Nice est très pragmatique. Il dit « Si le TDAH a des conséquences importantes sur le fonctionnement de l'enfant, le traitement médicamenteux est proposé en première intention. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a les preuves d'efficacité les plus solides sur les symptômes. C'est une approche directe. D'accord. Et ailleurs? Aux Pays-Bas ou aux États-Unis, on favorise ce qu'on appelle une décision partagée. Le médecin présente toutes les options, médicaments, thérapie comportementale ou les deux. Et la famille choisit. La décision est co-construite. On discute ensemble en fonction des préférences de la famille, de leurs valeurs, de leurs objectifs. Et il y a un troisième modèle, je crois. Oui, on peut prendre l'exemple de l'Espagne. Là, on recommande de commencer systématiquement par un soutien psychologique et pédagogique. La médication n'intervient qu'en cas d'échec ou alors seulement dans les cas les plus sévères. Mais c'est fou. Ils ont tous les mêmes études sous les yeux, mais les chemins proposés sont presque opposés. L'un dit médicament d'abord, l'autre médicament en dernier. Ça montre bien que les recommandations ne sont pas que le fruit de la science. Elles sont aussi le reflet d'une culture de soins, d'un système de santé, de valeurs sociétales. C'est une leçon d'humilité, en quelque sorte. Tout à fait. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Alors, face à ce constat, pour les familles qui nous écoutent, quels sont les grands principes qu'on peut retenir pour la prise en charge au quotidien? On peut en dégager 3, qui sont vraiment universels. Le premier, c'est la psychoéducation. S'informer. S'informer, mais auprès de sources fiables. Bien comprendre ce qu'est le TDAH, déconstruire les mythes. C'est vraiment la première étape, le socle de tout le reste. Le deuxième grand principe? La décision partagée, dont on vient de parler, la meilleure prise en charge, c'est celle qui est discutée et co-construite entre les parents, l'enfant, selon son âge, et l'équipe soignante. Et ça implique de se fixer des objectifs clairs. Des objectifs clairs et partagés, oui. Par exemple, améliorer les relations avec les amis, réduire les conflits autour des devoirs. Des objectifs de la vie réelle, pas juste un score sur une échelle. Très important. Et le troisième point, c'est la sécurité, le suivi. Absolument. Un traitement, qu'il soit médicamenteux ou non, doit être régulièrement réévalué. Pour les médicaments, tous les guides insistent sur un suivi systématique. C'est-à-dire? Taille, poids, tension, pouce, c'est la base. En revanche, ils sont aussi d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin de faire des examens cardiaques de routine, comme un électrocardiogramme, s'il n'y a pas de risque particulier dans la famille. C'est un point qui peut rassurer beaucoup de monde. Oui, c'est une clarification importante. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Paul Autisme. Si on devait résumer l'idée forte de cette analyse, c'est qu'il n'y a pas un traitement unique, mais une approche personnalisée à construire. Une approche sur mesure. Exactement. Et pour laisser peut-être une piste de réflexion, l'article nous invite à regarder au-delà des symptômes. C'est-à-dire? En tant que famille, la question à se poser est peut-être quel est le changement fonctionnel, le changement concret, qui aurait le plus d'impact sur notre qualité de vie? Ah, c'est intéressant comme question. Est-ce que c'est plus de calme à la maison? Ouais. Que l'enfant se sente mieux à l'école? Qu'il arrive à garder ses amis. Se concentrer sur cet objectif-là, Ça devient le meilleur guide. ça devient le meilleur guide pour choisir et ajuster la prise en charge. On déplace le regard des symptômes vers la vie. Déplacer le regard des symptômes vers la vie. C'est une très belle pensée pour conclure. Merci. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Eliès pour la Fondation Paul Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.